Vous fumez? Je fume un peu, oui, mais pas trop, pas trop. Pas trop. Je fume les deux. D'accord. Oui. Oui. Malgré le fait que ce soit pas très bon pour la santé, ça n'a aucune importance. On dit que tout tue. Alors autant se tuer avec volupté. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 novembre. Dimanche 13 novembre, un an après la tragédie du Bataclan. Où étiez-vous ce soir-là? J'étais loin. J'étais dans un autre pays. Comment vous avez réagi? Ben, j'ai En d'abord l'apprenant. pensé que j'ai fait mes débuts au Bataclan. Mes premiers concerts étaient au Bataclan. J'étais restée 5 jours au Bataclan. Et j'ai pensé au lieu, j'ai pensé à cette géographie, et j'ai pensé à cette mort, à cette agonie, à cette incroyable violence qui s'est abattue comme ça, cette espèce de férocité absolue. Et puis après, j'ai commencé à écouter les récits des uns et des autres, et tous ces détails tellement terribles de la peur mêlée au sang et aux gens qui sont morts à côté de vous et qui souffrent, et de quelle manière s'en sortir, quoi faire, est-ce qu'il faut se battre, est-ce qu'il faut survivre, est-ce qu'il faut se cacher, est-ce qu'il faut aider son voisin, est-ce qu'il faut fuir, est-ce qu'il faut se laisser mourir, est-ce qu'il faut se battre. C'est une situation tellement inédite, tellement horrible. Il y a une personne qui s'appelle Aurélie Sylvestre qui a été notre invitée il y a de cela quelques mois. Elle vient d'écrire Nos 14 novembre chez Jean-Claude Lattès. Et cette jeune femme avait été exceptionnelle dans son témoignage lorsqu'elle était venue sur ce plateau Thé au Café. Et elle raconte aujourd'hui l'absence de son mari Mathieu, mort au Bataclan. Elle a aujourd'hui 2 enfants et elle raconte voilà, son manque, le manque, l'odeur, le dernier baiser. Et elle égrène tous les moments d'amour qu'elle a pu évidemment Oui. vivre avec cet homme. C'est un très très beau texte. C'est chez Jean-Claude Lattès et ça s'appelle Nos 14 novembre, Aurélie Sylvestre. Je tenais vraiment à vous le signaler. Sting s'est produit hier soir au Bataclan. Vous y êtes allé Non, non, mais j'aime beaucoup Sting, et quand j'ai chanté au Crazy Horse, il est venu me voir, et il était un être tellement fin et généreux et délicat, et j'aimerais bien aller le voir. En plus, j'ai adoré Police, j'aime sa voix, j'aime son attitude, et j'aime chez Sting une espèce de chose comme ça, fragile, incertaine. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Vous aimez la fragilité chez les autres. C'est ce que vous recherchez? Plus que la force? Oui, j'aime la force de la fragilité. Alors vous avez aussi été très présente dans le cadre d'une association qui s'appelle le PETA. Il y a une campagne, donc PETA c'est pour une éthique dans le traitement des animaux. Et là, vous interrogez ceux qui veulent vous entendre en disant mais pourquoi vous mangez de la viande? Pourquoi n'êtes-vous pas végétarien? Vous pensez que le salut du monde passe par le végétarien? Le salut du monde, je ne dirais pas ça comme ça. Mais moi, je suis engagée plutôt contre la souffrance animale. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Je crois qu'une des choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir sauvé un nombre considérable d'animaux de la torture, de l'agonie, de la maltraitance. Au Mexique, n'est-ce pas, très souvent, les animaux sont très mal traités avant qu'on les tue. Et je me suis toujours dit, peut-être que pour l'instant, je n'ai pas la force d'éviter qu'on le tue, mais au moins, je vais éviter les agonies et je vais éviter la souffrance qui, pour moi, est intolérable. Vous êtes favorable, vous, aux images chocs que l'on peut voir, qui sortent aujourd'hui des abattoirs d'une manière un peu clandestine? Exactement. Je suis proche du mouvement L214 et bien entendu, c'est effrayant de voir ces images qui probablement vous choquent tellement qu'on les aura dans la tête jusqu'au restant de nos jours. C'est des images insoutenables. Et donc, s'il faut en arriver là, et il faut en arriver là, pour que les gens prennent conscience, puisque la nourriture est quelque chose de très abstrait. Pour la plupart d'entre nous, on ne pense pas à ce qu'on mange.
Et si on pense un petit peu à quelle est la somme de douleur, d'horreur qu'il y a derrière la viande notamment, eh bien, on en mangerait moins. Ariel, vous n'avez jamais porté de fourrure, vous? Non, non. J'ai hérité de fourrure de ma famille, et voilà, mais je n'achèterai pas un manteau de fourrure. Et au Crazy Horse, lorsque vous y étiez, il y avait quelques plumes ou pas? Des plumes peut-être, oui. Quand même. Non, je ne suis pas sûre qu'il y avait des plumes, mais bon. Est-ce que c'est un travail surhumain d'avoir cette minceur qu'est la vôtre, cette silhouette magnifique qu'est la vôtre? Non, c'est pas un travail. C'est d'abord, j'aime beaucoup nager, donc le fait de nager, c'est... Vous taillez toujours du 34? Oui. Quand même. Et vous? Oui, mais enfin bon. Voilà. 34. Ben, vous, 36. Bon. Mais Oui. c'est un sacrifice? Non, c'est pas un sacrifice, c'est une jouissance. Je crois il faut se dire qu'un corps, c'est fait pour le plaisir et qu'il faut qu'il soit comme quelque chose dont on est fier, que l'on aime, avec lequel on est bien, quoi. Mais est-ce que vous êtes néanmoins dans la privation alimentaire? Non, parce que je mange que ce qui est bon. Alors, voilà. Langouste, mayonnaise, je mange la mayonnaise. Oui, mais vous pourriez être boulimique de choses bonnes. Peut-être que ça m'arrivera, je ne sais pas. On ne sait pas. Vous savez, parce qu'on mange pour tellement de raisons ou on ne mange pas pour tellement de raisons. C'est très compliqué. Je pense que c'est vrai que j'ai vu des gens qui étaient très malheureux et qui mangeaient 1 kilo d'ice cream. Je les comprends en même temps. C'est une espèce de refuge. Compensation. De refuge. On parle de votre actualité. Oui. Vous serez au Café de la Danse. Voilà, le 16 décembre. Et puis vous partirez en tournée en 2017. Voilà. Alors avec cet album, qui est sorti maintenant il y a quelques semaines, avec votre complice, on peut l'appeler ainsi, Nicolas Kerr, pour la rivière Atlantique. Alors moi, je trouvais que votre couple était assez improbable. Ah bon? Oui. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, sur le dernier album, bien sûr, avec ce duo. Voilà. On s'est rencontrés en concert et au Cirque d'hiver. Et voilà, et on a entamé tout de suite une conversation qui n'a jamais cessé. Et une conversation qui était comme un réseau de goûts que nous avions de manière immédiate et évidente en commun. Donc sur la même longueur d'onde? Oui, sur la même longueur d'onde, en tout cas sur les longueurs d'onde qui comptent. On partage le même champ magnétique. Vous avez peur de vous ennuyer parce que lorsque l'on voit votre parcours, oui. Vous allez de l'opéra, évidemment aux musiques latines, bon, aujourd'hui cet album. Oui. C'est vrai qu'on ne sait jamais où vous serez la fois prochaine. Oui, mais je crois que c'est le propre des acteurs, des actrices et des artistes. Je crois que certains font la même chose, hein, tout le temps. Certains font la même chose, mais ils y sont obligés. Et c'est souvent, ils y sont obligés par des systèmes économiques et ils y sont obligés parce que le public leur redemande toujours la même chose. Et je suis sûre que Hervé Villard aimerait chanter autre chose que Capri, c'est fini. Vous voulez dire que votre public, vous, attend que vous soyez un feu d'artifice? Mon public attend sans doute que je chante de l'opéra, des airs sacrés ou que je fasse des choses façon Broadway, ce que j'ai fait déjà. Et je ne sais pas ce qu'il attend. De toute façon, je ne sais pas qui est mon public, je sais qu'il est là et qu'il m'aime. Alors ce qu'il attend, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ils étaient quelques-uns. oui. Vous avez ce privilège. C'était au Grand Palais il y a quelques jours pour un concert assez privé. On a quelques images. Oui. On the sweet shame, well, I'm not here, my love. I could not find a body, it was lost on another shore. Come and catch me, I'm invisible, for I am not here anymore.
voyez Bernard-Henri Lévy qui était présent, il a aimé? C'est-à-dire que Bernard-Henri a tout de suite trouvé que Nicolas Kerr était un être extraordinaire et qu'il était tout à fait singulier et unique en son genre. Comme moi, quand j'ai rencontré Nicolas, j'ai trouvé d'abord que c'était la voix la plus belle du rock en ce moment et que c'est un artiste, un personnage qui est comme il faudrait être toujours, c'est-à-dire un funambule, quelqu'un qui est toujours dans la vérité des choses et aussi un être probablement le dernier rocker. Vous êtes assez fusionnel aujourd'hui, non? Parce qu'on vous voit beaucoup, il est pas loin d'ailleurs, là, Oui, en loge. C'est vrai qu'on sent que... Oui, parce que c'est c'est un compagnonnage important. Voilà, c'est un parcours. On est allé dans cette musique qu'il a composée pour moi et écrit pour moi, aussi bien les paroles que la musique. Il en a fait à peu près 1500 dans sa vie, des morceaux étonnants qui ne sont jamais arrivés jusqu'à leur destinataire d'ailleurs, parce qu'il est lui-même peut-être dans une perspective, c'est un être, c'est un peu quelqu'un qui est tellement entier et tellement absolu qu'il en devient très excessif, un peu comme, je dirais, une sorte d'Antonin Artaud moderne ou de Gainsbourg première époque, c'est-à-dire que quelqu'un qui est aussi dans l'excès, ce qui est très beau. Mais que qui vous est appréciez aussi en plus chez les êtres, non? oui, bien sûr que j'aime ça. J'aime cette vérité absolue, cette exigence qui touche peut-être à la folie.